Nous allons maintenant céder la parole à Anne-Sophie Gaborel, qui est une jeune PhD en sport, en sociologie du sport. Elle a soutenu au mois de décembre, avec les satisfactions unanimes des membres du jury, une thèse qui portait sur le centre de formation du football club de Sochaux-Montbéliard. Et actuellement, elle enseigne à l'université de Rennes et elle va nous proposer pendant ces 30 minutes une réflexion sur l'insertion professionnelle des jeunes sportifs de haut niveau, en prenant appui certainement sur le cas des apprentis footballeurs. Anne-Sophie, c'est à vous. Très bien. Donc bonjour à tous et tout d'abord merci à l'UPFR Sport et à Monsieur Ferréol pour son invitation ce matin. Donc comme il le signalait, je travaille sur les centres de formation au métier du football. Je vais faire la communication en français, mais bon, j'ai prévu quelques slides en anglais pour que ce soit plus simple pour suivre. Donc je travaille sur les centres de formation au métier du football, donc le sport d'excellence et l'insertion professionnelle qui peut découler des 3 années passées en école sportive. Lorsque j'ai débuté mon terrain, j'étais complètement novice dans le milieu du football, je ne connaissais pas ce sport. Et il a fallu que je découvre et j'ai eu beaucoup de sujets d'étonnement en entrant dans les clubs de foot, notamment celui concernant l'insertion professionnelle, puisque j'ai découvert que les jeunes étaient tous portaient tous en eux le rêve de devenir footballeur, avaient une famille qui les soutenait dans ce sens, avaient tous une très forte certitude quant à leur devenir en tant que champion de Ligue 1, ou enfin, en tout cas dans un des grands championnats du Big Five. Et ceci m'a vraiment étonnée de par le fait que le football est un univers qui est hautement sélectif et pour lequel on a quelques fantasmes de réussite sociale, de réussite en termes de prestige, pour lesquels finalement qui ne vont concerner que quelques joueurs qui ne représentent pas la totalité des professionnels de ce sport. Donc le football a un univers fortement sélectif. Alors déjà pour des raisons qui sont liées à des qualités intrinsèques en fait chez l'individu. Le football va sélectionner les individus les plus à même physiquement à pouvoir suivre une carrière professionnelle. Alors à Sochaux par exemple, pendant longtemps on a sélectionné des joueurs très grands, plutôt avec des profils athlétiques pour gagner en vitesse. Le football est un sport qui se gagne aussi par la vitesse. Donc on essayait de sélectionner des joueurs qui faisaient plus d'1m80, qui avaient des profils très fins. Donc effectivement, au moment où les jeunes vont essayer d'entrer dans le centre de formation, on va ne garder que ceux qui vont correspondre aux critères anthropométriques. Il va aussi y avoir des critères mentaux. Un jeune qui est plutôt discutant au point de vue des ordres, un jeune qui va ne pas faire preuve de sérieux, qui n'est pas besogneux, ne sera pas conservé. Donc dès le début, on essaye d'avoir des critères au moment de la sélection des jeunes. Il y a des stages de détection. On essaye de les mettre à l'épreuve pour voir s'ils sont plutôt contestants, s'ils vont contester les ordres des coachs ou s'ils vont finalement se mettre au travail rapidement. Il y a aussi des critères qui finalement sont plutôt contextuels dans cette sélection des joueurs d'élite, puisque le football fonctionne comme un marché. Enfin, il fonctionne en marché d'ailleurs, c'est pas comme un marché. Il y a un marché des joueurs de football, puisque les joueurs sont des travailleurs d'un côté, mais aussi des actifs pour les clubs. Donc économiquement, ils ont une valeur. Et si leur valeur personnelle, leur technique de jeu ne trouve pas écho sur la demande des marchés, du marché, finalement, ils n'ont aucune chance d'intégrer une grande équipe. Donc il y a eu plusieurs travaux en la matière, je pense notamment, si vous allez regarder les travaux de Bastien Dru sur l'économie du football professionnel, c'est assez intéressant, il montre comment les clubs
travaillent actuellement à capitaliser sur la formation des joueurs et sur la vente lors des mercatos de leurs actifs, de leurs footballeurs. Donc les joueurs qui vont investir le plus, ceux qui feront les achats les plus importants en termes de masse salariale, sont ceux qui arrivent à avoir le meilleur niveau. Alors en France, ça se prouve largement avec le Paris Saint-Germain, mais c'est aussi le cas si on regarde au niveau européen pour les clubs espagnols et les clubs anglais qui tiennent bien souvent les hauts de tableau. Donc finalement, un footballeur qui va être déjà au moment de l'entrée dans le métier, un jeune footballeur qui va être ultra sélectionné, donc qui a peu de chances de réussir. Il y a eu une thèse qui s'intitulait il y a quelques années 1 pour 1000, soutenu par Hugo Juscoviac, qui travaillait lui aussi sur les centres de formation et l'insertion professionnelle des footballeurs, et qui montrait que finalement, lorsque l'on va dans les clubs amateurs, il y a une quantité de jeunes qui veulent devenir professionnels, et que finalement, ce sera un seul de ces jeunes pour 1000 qui réussira à percer dans la carrière. Une fois la carrière débutée, il faut savoir aussi que celle-ci n'est pas du tout acquise et que chaque année, en tout cas à chaque rediscussion du contrat, elle peut être mise à mal. Il y a actuellement 300 joueurs libres en France. Alors, joueurs libres, c'est pour pas dire qu'ils sont au chômage, mais effectivement, il y a du chômage chez les joueurs professionnels. Vous pouvez aller voir sur le site des syndicats de joueurs. On en trouve la liste complète et c'est assez étonnant, justement, de voir qu'un métier qui est souvent attaché à des idées de très forts gains, finalement, connaît aussi un taux de chômage qui est plus important que celui de la population globale française. Il y a aussi une très forte concurrence entre les joueurs, puisque au-delà des joueurs qui ont un monopole, ceux qui tiennent ceux qui sont tête d'affiche sur les équipes, il y a aussi des joueurs dits lambda qui sont substituables sur les marchés, et ceux-ci sont en concurrence avec les nouveaux entrants du marché, avec les joueurs qui sont recrutés à l'étranger, entre eux même. Donc il y a vraiment une très forte sélection, et on pourrait qualifier du coup cet univers sportif comme étant très incertain. Alors comment expliquer que des jeunes et leurs familles décident d'aller s'engager dans un milieu aussi incertain que celui du football, et qui va finalement ne pas leur donner satisfaction dans un grand nombre de cas. Donc c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre ce matin. Alors brièvement, ce sera plutôt l'occasion d'une discussion entre nous si vous le souhaitez après, pour aller un peu plus dans les détails. Donc la recherche s'appuie sur un séjour que j'ai fait, donc ma thèse au centre de formation de Sochaux-Montbéliard, donc qui est un petit peu plus au nord du département. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec d'autres centres de formation en France, et donc ça me permet d'avoir, au terme d'une enquête plutôt qualitative, quelques repères pour répondre à cette question. Donc tout d'abord, alors je vais le mettre en anglais. Tout d'abord, ce qui a semblé le plus important pour justifier l'engagement dans une carrière ultra sélective, c'était la croyance en un don footballistique. Lorsque je discutais avec les jeunes en formation, ceux-ci m'évoquaient toujours leur engagement dans le football sous le registre vocationnel, en disant que finalement, ils étaient nés pour le football, ils étaient nés avec un ballon dans les pieds, ils avaient toujours su qu'ils deviendraient footballeurs. Donc ça, c'est des phrases que j'ai entendues des dizaines de fois, tellement c'est prégnant dans le parcours tel qu'il est imaginé par les jeunes. Ils sont persuadés en fait d'avoir une place particulière au sein du monde du football. Donc ceci, c'est aussi appuyé quelque part par les comportements des coachs et des parents, de l'entourage, qui vont valoriser cette croyance. Alors c'est notamment le cas des parents qui vont appuyer, effectivement, tu as
ton premier mot, c'était ballon. Effectivement, on a tout de suite vu que tu avais un talent indéniable. Les coachs eux-mêmes, dans les premières années de pratique, vont mettre en avant certains joueurs, les réifier, en leur donnant des petites valorisations sur le terrain. Ils vont être nommés capitaines, ils vont faire partie, ils vont être surclassés 1 ou 2 fois, et ça permet finalement aux joueurs de se construire un imaginaire de proximité avec le football. Donc ils sont quasiment persuadés d'avoir bien quelque chose de particulier à vivre dans cette discipline. La vision du don, elle est aussi parfois mise en avant dans les médias et même par certains chercheurs qui vont développer l'idée d'un talent, d'un je ne sais quoi qui serait rajouté en fait à la pratique et au travail, et qui viendrait faire la différence entre 2 joueurs qui pourtant ont vécu un parcours similaire de pratique. Alors, en tant que sociologue, il faut bien entendu déconstruire ce discours-là et se dire que, il y a d'autres critères à analyser que ce je ne sais quoi qui s'expliquerait par lui-même. Donc, l'idée, lors de mes recherches, ça a été de comprendre ce qui venait appuyer ce sentiment. Effectivement, on constate que les jeunes ont tous ont en grande partie eu des familles de sportifs, souvent le papa est lui-même footballeur. Ils se sont rendus très tôt voir des matchs de football. Ils ont partagé des soirées matchs à la maison en famille. Ils ont échangé leur première balle avant même l'entrée à l'école primaire. Donc finalement, peut-être que ce sentiment de proximité n'est pas de l'ordre de mystique, mais vient bien d'un processus social qui s'est imposé à eux dès la naissance et qui semble fait nature par la suite, puisqu'il devient tellement ordinaire qu'il en vient naturel. Cette croyance en un don et une vocation, elle est importante, puisqu'elle va justifier le fait que l'on s'engage dans le monde, dans l'univers footballistique. Pourquoi ? Parce que ça aide à contrebalancer l'aléa qui est lié à la sélectivité de la profession. Les parents et les joueurs, au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans la carrière, se rendent compte que il y a un écrémage qui est de plus en plus important. Sur une sélection de 75 recrutés au centre de formation du FCSM, donc ils sont en U15, ils sont à peu près 75-80 suivant le nombre de conventions. Ils ne seront plus que 3-4 à jouer en CFA, donc en U19. Donc 3 ans plus tard, il y a déjà eu une sélection très importante. Et au sortir de la CFA, là où il faut passer la marche entre la CFA et la Ligue 1. Alors la Ligue 1, au moment où je faisais mon enquête, désormais la Ligue 2, là il ne reste plus qu'un joueur, voire même aucun, puisque si aucun joueur ne correspond à la demande du club, ils ne seront pas conservés. Donc il y a vraiment une sélection très importante, et le fait de penser qu'il y a une vocation pour le jeune, le fait de s'imaginer comme étant un cas à part dans le monde du football, les aide à vivre cette sélection de manière plutôt sereine. Finalement, d'accord, mes camarades ont été évincés, d'accord, ils ont vécu un revers, mais moi je sais au fond de moi que ça ne va pas m'atteindre, puisque je suis le futur Zinedine Zidane, puisque je suis un être doté d'un supplément de talent par rapport aux autres. Donc c'est bien finalement l'idée de contrer l'aléa sportif et de contrer cette vision pessimiste de l'entrée en formation. Un autre élément important, c'est les rétributions du football. On a dans notre imaginaire l'idée d'un football qui serait ultra rémunérateur, qui serait
aussi de l'ordre du prestige, hein. On voit beaucoup les joueurs, alors ceux qui sont médiatisés, hein, avec de très grosses voitures, avec des gains économiques très importants. Tous les ans, le montant des salaires des joueurs fait parler de lui. D'ailleurs, beaucoup s'insurgent en disant que les joueurs sont trop payés, qu'ils ne méritent pas ces revenus. Donc finalement, il y a aussi de la part des familles et des jeunes le sentiment que ces rétributions seront les bienvenues si jamais il est possible d'accéder à la carrière. Alors, on a ici les revenus des 20... alors en 2014, les 20 joueurs les mieux payés au monde. Alors d'un côté, le salaire, auquel il faut ajouter les primes de match, notamment pour les sélections et les matchs internationaux, et aussi les contrats publicitaires, qui pour le coup là sont vraiment très très importants lorsque l'on regarde les 5 premiers joueurs du classement. Alors, à savoir que cette image du joueur professionnel, elle ne vient pas attester finalement de l'ensemble des membres de la profession, puisqu'il y a des joueurs, alors je le disais tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont libres, hein, au chômage. Il y a aussi des joueurs qui ne bénéficient pas du tout de ce type de revenus. Je pense à le salaire moyen d'un joueur en Ligue 1 en France est évalué entre 45 000 et 50 000 euros mensuels. Donc c'est très important, mais on est encore loin de ces revenus-là très importants. À savoir qu'un joueur dans certains clubs de Ligue 2 ou de Ligue 1 même, qui sont en bas de tableau, ou dans des clubs qui aussi essayent d'avoir une gestion en bon père de famille, comme on pourrait dire, il y a des revenus qui sont de l'ordre de 3 000 euros mensuels pour certains joueurs. Donc, il y a pour certains, le football ne représente pas non plus une mine d'or absolue, d'autant que les carrières sont très courtes et que la reconversion est souvent absolument pas anticipée lors des années de pratique. Donc, ces rétributions économiques, elles peuvent être perçues comme étant valables pour des familles et des jeunes qui souvent viennent de milieux, alors non pas défavorisés, mais les joueurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer venaient principalement de milieux populaires, qui avaient dont les parents travaillaient, mais qui n'avaient pas bénéficié de conditions économiques importantes lors de leur scolarité première, de leurs premières années de vie, et qui finalement pouvaient être attirés par cet argent qui semblait facile à obtenir. Évidemment, j'adore jouer au football et je peux gagner potentiellement énormément d'argent en jouant au football. Donc là, ça représente quelque chose de très très attirant, d'autant plus qu'il s'agit parfois de milieux dans lesquels aussi on se rend compte que l'école n'a pas la fonction d'ascenseur social qu'on pouvait lui prêter il y a quelques années. Donc il est important de trouver une rétribution qui puisse être ludique et qui puisse valoriser très rapidement des compétences sportives. Donc ça va représenter une attirance déjà pour les familles et les joueurs. Une rétribution économique, hein, je viens de le dire, mais aussi une rétribution en termes de prestige. Et là, la question du prestige est très importante, puisqu'il faut bien comprendre que les jeunes ne sont pas seulement attachés à ce que le football peut leur apporter économiquement ou même en termes de cadre de vie, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une aura dont ils bénéficieraient une fois la carrière débutée. Alors, se représenter l'idée d'être en haut des médias, d'avoir un suivi dans la presse, tout ça, c'est très tentant. Il y a aussi la question d'être valorisé, tout simplement, hein, d'être reconnu en tant que joueur professionnel. Tout ça est vraiment important pour eux et aide aussi dans l'idée de pouvoir rebondir
une fois la carrière terminée. Alors, se dire que de joueur professionnel, il sera possible de devenir commentateur sportif, de devenir... d'acheter des magasins, des restaurants comme certains le font. Alors là encore, il y a un certain idéal qui est construit puisque on se rend compte qu'au terme de la carrière, il y a un pourcentage assez faible de joueurs qui arrivent à vivre de leur carrière tout au long de leur vie. Parce que certains n'épargnent pas, parce qu'ils n'ont pas investi de manière optimale, ou tout simplement parce que les revenus dont ils bénéficiaient lors de leur carrière professionnelle n'étaient pas suffisants pour leur permettre de vivre toute leur vie. Et finalement, la question du prestige, elle ne se pose qu'assez peu, puisque une fois la carrière terminée, à moins d'avoir... Voilà, les vainqueurs de la Coupe du Monde 98, effectivement, ont eu des retombées très longtemps après. Même aujourd'hui, hein, ils sont sollicités. Mais des joueurs qui ont été justement hein, des joueurs lambda professionnels, malgré tout, mais il y a quelques années, n'ont actuellement plus aucune reconnaissance sociale. Donc, encore une fois, quelque chose à méditer hein, pour les familles qui souhaiteraient s'engager dans le football professionnel. Pour terminer, un troisième point sur la question de s'insérer à tout prix, puisque on l'a vu, il y a de fortes chances que la carrière n'aboutisse pas et qu'on se retrouve parfois à 17 ans, 19 ans, le bec dans l'eau, à devoir trouver une autre voie d'insertion professionnelle. J'ai pu constater lors de ma recherche que le football restait malgré tout, malgré l'éviction du centre de formation, le projet phare de ces jeunes. Ils continuaient finalement d'essayer de trouver stratégiquement une voie d'insertion dans le sport professionnel. Alors parfois en retournant dans des clubs moins cotés et en essayant d'être à nouveau détecté par un club professionnel, parfois en allant jouer alors un petit peu plus à l'est, hein, parfois en Suisse notamment, les chances de rémunération sont un peu plus importantes. En Belgique aussi, hein, où les championnats sont qualitativement moins élevés, donc ça permet de percer un petit peu plus facilement pour des joueurs formés en France. Parfois même beaucoup plus loin, hein, des joueurs qui vont jouer dans les pays de l'Est ou en Afrique pour justement ne serait-ce que pouvoir vivre de leur sport. Donc il y a vraiment une stratégie qui va être mise en place pour essayer de réussir pour essayer d'entrer dans le football. Beaucoup à Sochaux avaient en tête le profil de Hamouma, hein, qui a été un joueur donc qui est actuellement joueur professionnel réputé en France, qui a été formé à Sochaux, mais qui avait été écarté des rangs de la formation. Je crois en U17, on lui avait demandé de quitter l'école, alors que finalement il a réussi à percer à Saint-Étienne et à bénéficier d'une carrière d'excellence malgré tout. Bon, ces cas-là sont très rares, mais pour les jeunes vont vraiment être avoir une place importante, puisqu'il les conforte dans l'idée que malgré tout, malgré l'erreur de jugement des coachs et formateurs du FCSM, on peut quand même réussir à percer dans le milieu. La question, elle est aussi de l'ordre de la loyauté. Lorsque les jeunes ont investi énormément, énormément physiquement, en termes de temps, de travail dans le sport, lorsque leurs parents eux-mêmes ont passé du temps à les coacher, à les emmener aux entraînements, à faire les lessives pour les tenues de match, à assister aux réunions associatives et même les privations qu'ils ont pu
faire pour notamment inscrire leur enfant dans une école un club amateur plus prestigieux, les déplacements qu'ils ont faits pour les accompagner le week-end lors des compétitions. En fait, tous ces éléments-là vont interroger la question de la loyauté de ces jeunes. Ils ne peuvent pas ne pas réussir puisque l'investissement familial a été tel qu'il faut qu'ils viennent rémunérer cet investissement, alors rétribuer, rémunérer puisque ça ferait appel à quelque chose de l'ordre de l'argent, mais au moins rétribuer, au moins offrir la réussite leur propre réussite comme étant le remerciement à tout cet investissement familial. Cette question de la rémunération, elle est assez prégnante. En rencontrant un footballeur professionnel qui aujourd'hui joue à Lille mais qui a été formé à Sochaux, il m'expliquait la première chose qu'il a acheté lorsqu'il a eu ses premiers contrats, c'était une maison pour sa mère. Vraiment, là, il était très très important pour lui de commencer par offrir un très beau cadeau à ses parents, à ses soutiens, avant même de s'acheter une voiture. En l'occurrence, il avait dépensé le reste de son argent dans des voitures de luxe, mais les premiers, c'était vraiment pour les parents. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la loyauté, aussi le fait de vouloir garder la face. Lorsque l'on s'est présenté depuis sa plus tendre enfance comme un joueur en puissance, ça devient complètement incompréhensible pour l'entourage si on ne devient qu'un joueur amateur qui devra trouver une insertion professionnelle autre. Donc beaucoup vont surinvestir finalement la carrière de footballeur, même au risque de ne jouer qu'en CFA dans un club amateur et de gagner sa vie pour faire bonne figure dans l'équipe de la mairie pour les espaces verts par exemple. C'est des choses qui se voient, des joueurs qui sont embauchés juste dans des petites communes pour valoriser l'équipe du village et qui à côté vont donner un coup de main pour les travaux municipaux. Donc, tous ces éléments nous permettent de comprendre que l'insertion dans la carrière professionnelle, elle est soumise à une forte incertitude et que il va être important pour les jeunes et leurs familles de se rassurer au moment de l'entrée dans cette voie, mais aussi d'essayer de valoriser au maximum et de chercher coûte que coûte une porte d'entrée dans ce milieu-là qui malheureusement ne peut accueillir tous les postulants, tous les postulants et tous les aspirants à une carrière professionnelle. Pour le centre de formation, c'est quelques mots en conclusion. Il y a un réel travail qui est fait pour essayer de démystifier cette idée de la vocation, de valoriser le travail et de favoriser le rebond des joueurs qui ne seront pas conservés dans l'équipe première. Alors c'est notamment le cas lorsque l'on va sélectionner les jeunes au moment de la détection. On essaye de conserver seulement les joueurs qui ont un cadre familial équilibré et pour lequel l'argent n'est pas le seul attrait à la pratique de l'enfant dans le sport de haut niveau. On essaye aussi de sélectionner des familles qui ne sont pas complètement démunies économiquement et qui, du coup, ont aussi des chances ne vont pas tout miser dans la réussite sportive de l'enfant. On va aussi avoir un discours assez important dans la réussite au diplôme. Tout au long de leur formation, les jeunes sont incités à poursuivre une formation scolaire et on les invite à avoir il y a quelques années encore, les joueurs avaient tous comme projet au centre de formation de devenir footballeur professionnel et désormais ils ont un plan B. Footballeur professionnel, d'accord, mais je voudrais aussi entrer dans une université, je voudrais aussi percer dans le marketing du sport, percer dans la restauration. Donc tous ont finalement un plan B qui les aide à persévérer dans
dans une autre filière qui pourra peut-être même leur permettre de vivre complètement d'une seconde passion et de vivre le football comme un loisir à côté. Donc oui, voilà, je vous laisse quelques références bibliographiques que j'ai pu citer lors de ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet éclairage concernant la formation de jeunes de haut niveau, en l'occurrence à Sochaux-Montbéliard. Je signale aux étudiants dans la salle que ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, il y a un beau spectacle justement à Sochaux qui joue un match important contre Auxerre et vous êtes invités, si vous êtes intéressé par le football, à encourager les jeunes lionceaux qui jouent leur vie ce soir. C'est le match de la mort et il faut donc être présent dans les travées du Stade Bonal.